83% de victoire à Madrid pour Rafa, c'est très peu pour celui qui a remporté 63 titres sur terre battue, 14 Roland-Garros, 12 Barcelone, 11 Monte-Carlo. Et à Madrid sur terre battue, Rafa c'est 4 minuscules titres qui ne font pas de Rafa une légende du tournoi, contrairement aux autres tournois européens sur terre battue. Alors je vais pas vous mentir, on a utilisé Rafa et son déficit de victoire à Madrid, comparé au reste de la saison sur terre, comme un prétexte pour parler du tournoi de Madrid. Madrid qui est un tournoi très particulier, et on va voir qu'il se distingue largement des autres tournois sur terre battue, de par les conditions de jeu qui diffèrent de la norme et qui permettent à des joueurs qui d'habitude ne performent pas forcément sur terre battue de tirer leur épingle du jeu. Et donc ce tournoi de Madrid, il peut nous offrir quelques surprises avec parfois des cadors qui perdent leurs repères et d'autres joueurs qui apprivoisent très bien ces conditions. Et d'ailleurs après cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aller voir le super vlog que nous a fait Greg l'année dernière à Madrid. Vous y verrez la Caramarica, les coursifs des cours, les prix des repas pour les gourmands et un retour d'expérience plus global avec la qualité de l'expérience utilisateur, n'hésitez pas. Alors pourquoi Madrid, le tournoi qui a le moins réussi à Rafa, est-il si particulier? On voit tout ça juste après le jingle. Madrid, plusieurs surfaces. Et oui, Madrid, c'est un Mastersville bien particulier, plusieurs surfaces, conditions complètement à part, on va tout balayer. Effectivement, Madrid, c'est un tournoi qui a été créé en 1972 et il est passé au rang de Masters 1000 en 2002. Et en 2002, on joue le tournoi en dur indoor, il faut le savoir, Madrid au départ, c'était pas du tout le tournoi qu'on voit aujourd'hui sur terre battue au mois de mai, c'était un Masters 1000 sur dur qui avait lieu au mois d'octobre, juste avant Bercy. Donc Madrid faisait partie des derniers tournois de la saison. Entre 2002 et 2008, on a 7 éditions et 7 vainqueurs différents, et même 7 finalistes différents. Vous le voyez, on a même notre Gilou qui nous fait une finale en 2008, son année de dingue où il fait également demi-finale au Masters. Et ça peut paraître anodin, mais ça montre quand même qu'il n'y avait pas de domination établie et que de gagner ce Masters 1000 en fin d'année, c'était très dur. Et donc en 2009, on a ce changement et le tournoi passe sur terre battue. Alors vous allez me dire pourquoi une telle modification, ils sont bizarres de changer du tout au tout comme ça. En réalité, il s'agit plutôt d'un remplacement. En fait, Madrid sur terre battue depuis 2009 est venu remplacer le tournoi de Hambourg, qui était un Masters 1000 sur terre battue qui se jouait en mai juste avant Roland-Garros, sauf que l'ATP a décidé de rétrograder le tournoi d'Hambourg en ATP 500 pour différentes raisons, et donc Hambourg a tout simplement été remplacé par Madrid, et du coup la place qu'occupait Madrid en fin d'année en dur indoor a été remplacée par le Masters 1000 de Shanghai qu'on connaît aujourd'hui, qui se joue après l'US Open. Et d'ailleurs, lors du premier Madrid sur terre battue en 2009, ça a commencé sur les chapeaux de roue, étant donné qu'on a eu une finale Federer-Nadal, et c'est le Suisse qui s'est imposé, et ça en a fait de lui le premier joueur à remporter le tournoi de Madrid au moins 2 fois. Bon, il aura ensuite été dépassé par Rafa, qui aura pris sa revanche l'année d'après en finale. Donc on voit que Madrid a quand même une histoire particulière avec plusieurs facettes, mais concernant la surface, je vous ai pas tout dit, ça aurait été trop facile un simple changement comme ça. Ils nous ont sorti une belle dinguerie lors de l'édition 2012, et vous voyez où je veux en venir si vous suivez le tennis depuis un petit moment, la fameuse terre battue bleue. En 2012, la direction du tournoi a eu une idée bien farfelue pour moderniser le tournoi de Madrid, passer d'une terre battue ocre, classique, à une terre battue bleue. Donc ça peut paraître complètement fou, mais c'est la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est, on le pense bien évidemment, un gros coup marketing parce que tout le monde voulait voir non seulement les cours de cette nouvelle terre, mais aussi les champions y jouer. Nadal sur cette terre battue bleue, incroyable. Federer, incroyable. Djokovic, tenant du titre, on veut tous voir ça. Et il y avait aussi l'argument qui disait qu'on verrait mieux la balle. Un point jaune sur du bleu est plus facile à distinguer qu'un point jaune sur du orange. Quoi qu'il arrive, on se retrouve avec cette terre battue bleue qui vient bousculer la terre historique qu'on connaît couleur ocre. Alors certes, ça attire l'œil, ça intrigue beaucoup de monde et ça s'est ressenti dans les audiences. Par contre, du côté des joueurs, ça a beaucoup gueulé. Et le problème, c'est qu'on parle de Djokovic et de Nadal qui se sont fait sortir tôt dans le tournoi et qui ont exprimé leur mécontentement. Ils ont mis une énorme pression au tournoi en disant que si on continuait avec ces terres battues bleues l'année prochaine, nous on vient pas. Alors ça peut paraître un peu rageux de leur part, style les deux champions qui ont perdu tôt, et comme ils ont perdu tôt, ils font un caprice pour revenir aux bases. Le problème dans l'histoire, c'est que c'était loin d'être les seuls à gueuler. Beaucoup ont vraiment dit que cette terre battue bleue, elle était pas du tout safe, elle glissait beaucoup trop, c'était pas sérieux. Et donc avec toute cette grosse vague de mécontentement, on a le président de l'ATP qui a dit qu'après une étude des cours, les cours ne seraient pas autorisés en 2013. Donc ça finit plutôt bien, il n'y a pas eu de graves blessés, et en plus c'est Federer qui gagne le tournoi, donc beaucoup de gens sont contents. Mais ça renforce quand même l'idée qu'à Madrid, il se passe des choses qu'on voit nulle part ailleurs, ce qui en fait un tournoi complètement à part. Madrid, 5e Grand Chelem? Eh oui, on se pose la question parce que un peu comme Indian Wells, Madrid a cette volonté de devenir le 5e Grand Chelem entre guillemets. Et cette volonté, elle a beaucoup été poussée par l'ancien propriétaire du tournoi, j'ai nommé Ion Tiriac, ancien joueur de tennis qui a été quand même 55e en 1974. Et ce Ion Tiriac, il faut savoir que c'est un gros businessman, il a vite lâché ses raquettes pour palper d'Elias, parce qu'en 2007, il est considéré comme l'homme le plus riche de la Roumanie selon Forbes, avec une fortune dépassant le milliard. Donc une fois qu'on sait ça, on comprend mieux cette volonté de pousser son tournoi, on comprend mieux ses tentatives d'innovation et cette fameuse terre battue bleue en 2012. Ion Tiriac, il a tout fait pour faire grossir son Masters 1000 de Madrid avec des changements, avec des subtilités, tenez comme l'utilisation du Wokai, ce qui d'habitude n'est
pas du tout utilisé sur terre battue. En plus de ça, on a un site qui contient 3 cours principaux qui sont tous équipés d'un toit, avec évidemment le central en forme de boîte qui peut contenir jusqu'à 12 500 spectateurs. D'ailleurs, Karamarika signifie boîte magique, boîte pour la forme et magique pour l'ambiance, parce qu'on peut pas nier que quand le central est rempli, il y a toujours une ambiance extraordinaire. Par contre, hormis ces 3 cours, Madrid manque encore de cours pour prétendre être un gros Masters 1000. Donc finalement, derrière ce tournoi qui se veut important et innovateur, on a surtout eu un propriétaire obsédé par la croissance, le grandiose, et aussi son portefeuille, il faut bien le dire. D'ailleurs, Madrid a aussi connu un gros changement dans le format du tournoi. On est passé d'un tableau de 56 joueurs se déroulant sur une semaine à un tableau de 96 joueurs sur 12 jours, donc c'est un changement significatif qui vient transformer le tournoi. Par contre, attention, ce changement il concerne pas uniquement Madrid, mais il s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de l'ATP appelé One Vision, plan destiné à assurer la croissance du tennis. Et pour info, comme autre réforme, on a la transparence des bilans financiers des tournois et le partage des bénéfices à 50-50 entre tournois et joueurs. Et donc dans cette optique d'assurer de nouveaux profits, le format de quasiment tous les Masters 1000 a évolué et on se retrouve avec des Masters 1000 étalés sur 12 jours. Et finalement, il n'y a que les 2 Masters 1000 français, à savoir Bercy et Monte-Carlo, qui ont résisté à ce changement et qui restent sur une semaine. Conséquence de ce changement pour Madrid, on se retrouve avec un match tous les 2 jours pour les joueurs, donc c'est plus facile de récupérer et on se retrouve avec un format quasiment grand chelem, alors que l'ADN du Masters 1000, c'est justement cet enchaînement, cette intensité toute la semaine avec une cadence exigeante qui oblige les joueurs à être au top. C'est aussi une histoire que le public va suivre beaucoup plus facilement. Là, on se repose, puis on joue, puis on se repose, donc le public y perd en suivi. Autre dinguerie, et cette fois-ci uniquement à Madrid, depuis 2004, le tournoi fait appel à des mannequins en guise de ramasseurs de balles sur les cours principaux. C'est une idée qui nous vient du sponsor Hugo Boss qui est chargé d'habiller les ramasseurs et qui souhaite que ces derniers soient des mannequins. D'ailleurs, autre dinguerie, il faut savoir que ces ramasseurs, ils sont rémunérés, contrairement à tous les autres tournois, même en Grand Chelem, ils sont bénévoles. Bah là, à Madrid, ils sont rémunérés, donc c'est une incentive en plus. Et donc, à partir de 2009, on s'est retrouvé avec 30 mannequins, 15 hommes et 15 femmes, ce qui rajoute un côté unique au tournoi. Et à noter que depuis 2019, le directeur du tournoi, c'est Feliciano Lopez. À Madrid, il y a un autre paramètre qui fait que ce tournoi sort complètement de la norme, et je l'ai évoqué précédemment, les conditions de jeu. Pourquoi les conditions de jeu? Bah parce que la Karamarika, le site où a lieu le tournoi, il se situe à 657 mètres d'altitude. Alors on pourrait croire que, ok, c'est un peu différent, mais sur le terrain, ça se ressent pas tellement, et bah détrompez-vous. Ça change tout. Alors certes, on reste sur terre battue, donc on a toujours les caractéristiques propres à la surface, une surface lente, des glissades, un gros défi physique, mais avec cette altitude, on a des cours qui se situent à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer, et donc on a des balles qui volent plus. Alors c'est pas non plus incontrôlable, hein, on n'est pas en Bolivie, mais on est quand même en altitude, donc ça va plus vite. Plus vite qu'à Monte-Carlo, plus vite qu'à Rome, plus vite qu'à Roland-Garros, et ça les joueurs en ont conscience, les joueurs le sentent, donc ils adaptent au maximum leur jeu pour essayer de rentrer dans les clous de ces conditions. Et forcément, on peut avoir des joueurs puissants qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, plus qu'à Monte-Carlo, qu'à Rome et qu'à Roland-Garros. À Madrid, on a un partage plutôt équitable entre les 3 monstres, Djokovic, Nadal et Federer, mais on y reviendra juste après. Mais on a aussi des joueurs puissants, comme je le disais, qui ont réussi des gros coups à Madrid, voire à s'imposer. On pense récemment à Zverev, qui a gagné le tournoi en 2018 et en 2021, et en 2021, il fait finale contre Berrettini, qui lui aussi est un énorme cogneur, et donc Berrettini a su parfaitement profiter de ces conditions avantageuses pour lui, un service et un coup droit qui lui permettent de faire des grosses différences. Prenez un joueur comme Tsitsipas, qui a fait 2-3 trucs à Madrid, hein. Il a battu Rafael Nadal, il fait finale contre Djokovic, bah Tsitsipas c'est un énorme service. Dominic Thiem, qui nous a fait 2 finales en 2017 et en 2018, pareil, il a su user de la puissance de son service et de ses coups qui sont favorisés par les conditions où la résistance à l'air est beaucoup plus faible en altitude. Et même prenez l'année dernière, en 2023, on a une finale entre Alcaraz et Struff qui sont 2 énormes cogneurs ultra puissants. Donc tout ça ne fait que confirmer que Madrid c'est le tournoi sur terre battue pour les cogneurs. Et plus globalement des conditions de jeu uniques. Vous le savez déjà, Rafa Nadal à Madrid, c'est pas extraordinaire. Alors on va tempérer, Rafa a connu de grandes heures à Madrid, mais force est de constater qu'il a pas autant dominé à Madrid que ça l'a été à Monte-Carlo avec 11 titres, à Barcelone avec 12 titres, à Roland-Garros avec 14 titres. Et si on regarde un peu ses résultats, bah on voit qu'à Madrid, Rafa il a pu perdre contre des joueurs contre qui il perd pas d'habitude. Verdasco sur cette fameuse terre battue bleue, Murray à 2 reprises, et il enchaîne les défaites contre les jeunes, Thiem, Tsitsipas, qui ont quand même des revers à une main, donc contre lesquels il a quand même cet avantage où il peut les pilonner dans la diagonale. Bah là non, ça perd. Zverev et Alcaraz, donc on sent que Rafa il a beaucoup moins la main sur ce tournoi, et forcément on a pu voir son jeu biaisé par les conditions de jeu que je vous ai évoquées juste avant. Rafa il aime avoir le temps, il aime la lenteur que lui propose la terre battue. Il aime faire sa tambouille, il aime travailler ses adversaires avec son coup droit. Là, Madrid lui permet beaucoup moins tout ça, et c'est souvent ses adversaires qui prennent le pas sur son jeu, et on le voit clairement dans les résultats. Et je parlais d'un certain partage avec ses rivaux, bah là on voit que Federer, qui n'a gagné qu'une fois Roland-Garros, qui n'a jamais gagné Monte-Carlo ni même Rome, bah Roger il a eu des bons résultats à Madrid, il a gagné 2 fois le tournoi sur terre battue, en 2009 et en 2012. Djokovic, qui a gagné Roland-Garros à 3 reprises à l'heure où on se parle, bah il a gagné également Madrid
Madrid 3 fois. Donc à Madrid, finalement, 2 titres pour Roger, 3 titres pour Djokovic, 4 titres pour Rafa sur terre battue. C'est plutôt équitable. Quel Madrid 2024? Allez, on finit là-dessus. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce Madrid 2024? Il peut se passer plein de choses et on va avoir l'occasion de suivre plusieurs axes qui seront fondamentaux à quelques semaines de Roland-Garros selon moi. Premier axe, qui se démarque de la masse parmi les jeunes? Sinner, Tsitsipas, Ruud, Rune, qui de tous ces joueurs qui jouent tous très très bien sur terre battue va commencer à s'extraire et à montrer des signes très très positifs, des signes qui montrent qu'il est le numéro 1. Numéro 2, nos Français. Où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce que après une période assez creuse, on a potentiellement 1 ou 2 joueurs qui peuvent nous faire vibrer à Roland-Garros? Alors quand je dis nous faire vibrer à Roland-Garros, c'est pas seulement faire un premier tour contre Baez, mais c'est plus une première semaine bien aboutie, gagner 3-4 matchs. Est-ce que Arthur Fils en est capable? Il nous a fait un bon Barcelone. Est-ce que Humbert en est capable? Il nous a fait un bon Monte-Carlo. Voilà, où est-ce qu'on en est? Et axe numéro 3, c'est Rafa. Est-ce qu'il peut renaître une énième fois? Au-delà de Madrid, est-ce qu'il a encore des victoires en tournoi dans la raquette? Et ça va être intéressant parce qu'il peut potentiellement rejouer Dominor, contre qui il a perdu à Barcelone. Mais voilà, on va voir concrètement comment Rafa joue, comment il se déplace, et ça nous donnera un peu plus d'indications à un mois du Grand Chelem parisien. En tout cas, dites-moi en commentaire quel est votre rapport au tournoi de Madrid. Est-ce que c'est un tournoi qui vous parle, qui vous plaît? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'y aller? Si oui, comment c'était? Est-ce que vous voulez y aller? Ou alors au contraire, peut-être que c'est un tournoi qui vous fait pas trop envie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, X, Instagram, TikTok, on est très présents, et surtout YouTube, on arrive avec du très très lourd. La saison sur terre battue bat son plein, alors restez avec nous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!